François Asselineau, vous êtes inspecteur des finances, vous avez fait partie de plusieurs cabinets ministériels avant de devenir en 2007 le président fondateur de l'UPR, l'Union populaire républicaine, le seul mouvement politique qui propose clairement de sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il a un succès incroyable, je peux vous le dire, chez les jeunes. Son public est peuplé dans les meetings. Il fait quand même des meetings à la Villette où il y a 6 à 7 000 personnes. Vous voyez, il fait des tournées en province où il y a beaucoup de monde. Vous proposez la sortie de l'Union européenne, sortie de la France de l'Union européenne, même sans référendum. Si je suis élu, je ne vais pas ensuite faire un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel j'aurais été élu. Je suis le candidat du Frexit. Je suis le seul candidat qui propose que la France sorte de l'Union européenne par la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne, ce que d'ailleurs les Britanniques vont faire dans quelques semaines. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est quelle est l'originalité de M. Asselineau par rapport aux autres candidats qui, d'une manière ou d'une autre, proposent le Frexit. Je rappelle que sur 11 candidats à la présidence, il y en a en fait 5, ce qui est quand même considérable dans la vie politique française, sur la méthode. Les autres se trompent quand ils croient qu'ils vont pouvoir négocier quoi que ce soit. Il faut l'exemple du Brexit est intéressant à cet égard. Il ne s'agit pas de négocier un nouveau traité comme le proposent les 4 autres candidats, parce que ça, ce n'est pas possible. Madame May a essayé de faire ça. Elle dit non, d'abord tu dis que tu sors, et après on négocie tes conditions de sortie. C'est tout à fait différent. Et lui, il est sur cette ligne, parce qu'on voit visiblement que c'est un juriste. Il connaît vraiment bien l'ensemble des articles. Il a une position sur l'Europe qui est beaucoup plus claire que celle de Mélenchon et celle de Marine Le Pen. Oui, il est très clair. Il dit Frexit, sortie sèche de l'OTAN, sortie sèche de l'euro et de l'Europe. Et il a raison d'ailleurs, si on regarde bien dans le détail, parce que son grand souci, lui, c'est de rendre l'indépendance à son pays. Si je vous dis que vous êtes finalement un homme de droite souverainiste, est-ce que ça résume en gros la situation? Je dis bien en gros. En gros, non. D'abord, je n'aime pas le mot souverainiste, parce que c'est, on ne sait pas ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas ce qu'ils savent, les souverainistes. Est-ce que vous imaginez qu'on eût dit de Gaulle en 40 qui était souverainiste, ou de Gandhi en 47 qui était souverainiste? Non, c'était des mouvements de libération nationale. Il a un accent gaullien très prononcé, probablement le plus prononcé de tous. La grosse différence avec Marine Le Pen, c'est qu'il n'y a pas chez lui d'obsession contre l'immigration, contre l'islam, contre les musulmans. D'ailleurs, on a été classé en divers par le ministère de l'Intérieur, au-dessus du clivage droite-gauche. Je préférerais dire au milieu. Mais par ailleurs... Comme Macron. La différence entre Macron et moi, vous savez ce que c'est? C'est que moi, je dis la même chose à tout le monde. Quand il va chez les socialistes, il dit « je suis socialiste ». Quand il va chez Philippe de Villiers, il dit « j'ai jamais été socialiste ». Quelle confiance pouvez-vous faire à quelqu'un qui ment aussi effrontément? Nous sommes dans le même corps, l'inspection générale des finances, sauf que j'ai 20 ans d'expérience de plus que lui. Juste un bébé. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ce n'est pas vrai. J'étais pas fait pour faire de la politique, j'avais jamais eu, moi je suis entré en politique sur le tard, c'est quelque chose d'important. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée pour vendre le TGV Séoul-Busan au Kazakhstan. Et ensuite, quand j'étais au cabinet de monsieur de Charette, c'était sous la présidence Jacques Chirac, et j'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, etc. Donc j'ai une bonne expérience des allées de pouvoir au plus haut niveau de l'État. Lorsque monsieur Sarkozy est arrivé à la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine, il m'a nommé délégué général à l'intelligence économique à Bercy. À votre avis, est-ce que c'est un imbécile qu'on nomme à ce poste? En fait, on m'a prié de dégager de ce poste. C'est parce que dans le secret des cabinets ministériels, j'avais fait des notes, un très gros dossier notamment, où j'expliquais que l'euro, de toute façon, exploserait. Et j'avais eu le tort d'avoir raison trop tôt. Vous êtes un vieux cheval sur le retour? Si vous voulez dire que je suis compétent, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, là, on vient d'avoir une conversation qui est assez technique. Là, pendant la pause, tout le monde me disait, c'est très technique. Oui, mais moi, je connais mes dossiers. Tout le monde reconnaît la justesse de mes analyses en matière économique, financière, monétaire, diplomatique, géopolitique. Pourquoi est-ce que le seul sujet où je me tromperais, ce serait celui de la politique intérieure française? Parce qu'ils pensent que je suis quelqu'un qui a les dents qui rayent le parquet, que je veux être calife à la place du calife, c'est ça? Et je suis persuadé que les fameux 5 grands candidats qui vont être ce soir à TF1, dont 4 d'ailleurs ont des ennuis avec la justice, soit dit en passant, eh bien je suis persuadé que ces 5 grands candidats prétendus,
ils ne connaissent rien au fonctionnement de l'euro. Voilà, c'est ça la réalité. Vous avez eu un parcours classique, vous pourriez être chez les Républicains aujourd'hui. Pourquoi vous avez décidé de jouer solo? Parce que je ne fais pas ça par vanité. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit dans les dîners à la mode, dans les dîners en ville, etc. Moi, je suis plutôt un intellectuel. Et puis, quelqu'un qui aime son pays parce que j'aime le pays des autres. J'ai vécu au Japon. Je suis allé dans 85 pays du monde. J'aime les civilisations étrangères. Et un petit peu comme Candide à la fin, vous savez, dans Voltaire, revenant en France, moi, j'ai eu envie de défendre mon pays. Voilà, ça paraît bête. Les costumes de François Fillon, un peu plus de 40 000 euros de costumes offerts, ça vous choque ou pas? Mais oui, écoutez, moi je suis là pour relever le niveau d'accompagnement. Nous sommes devant l'élection présidentielle, on n'est pas devant les élections législatives. L'élection présidentielle vise, c'est une lapalissade, à élire le chef de l'État. Or, le président de la République, en vertu de l'article 5 de notre Constitution, de notre loi suprême, il est précisé qu'il doit veiller au respect de la Constitution et que le président de la République, je cite l'article 5, est le garant de l'indépendance nationale. Ça veut dire quand même que je suis frappé de constater que la campagne telle qu'elle a commencé, on voit des candidats qui présentent des mesures. Dupont-Aignan, par exemple, on propose de limiter les baisses de charges aux entreprises fabriquant sur le sol national. C'est évidemment interdit par les traités européens. Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen proposent, bien entendu, de lutter contre la directive des travailleurs détachés, sauf que les Polonais, les Roumains, par exemple, refusent absolument la remise en cause de cette directive. En matière économique, sociale, de santé, d'éducation, de culture, très bien. Moi aussi, j'en présenterai. Mais quel est leur programme en tant que président de la République? Je m'adresse ici aux Français. Vous allez élire un chef de l'État. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui doit connaître les dossiers et qui doit connaître les engagements pris au nom du peuple français. L'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en fait, nous impose progressivement, avec une tactique du salami, de privatiser les uns après les autres tous les grands services publics à la française. Or, les Français ne sont pas des anglo-saxons. Vos militants sont très actifs. On vous voit sur les ponts, dans les centres-villes. Ils collent énormément d'affiches, vos militants. C'est sa force de frappe. 200 000 au total. Avant, c'est son parrainage. Il était passé, je crois, 2 fois à la télévision en 10 ans. Ce qui est quand même très peu pour un mouvement de cette taille. Ils sont fonctionnaires, ingénieurs ou médiateurs sociaux. Certains ont voté Sarkozy en 2012, d'autres Hollande. C'est le 5e parti de France en nombre d'adhérents. Et le site upr.fr, notre site internet, est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Alors effectivement, vous avez raison, on a énormément de militants. Je pense qu'on est le parti le plus militant de France. Le problème auquel on se heurte, c'est que les très grands médias, ne nous connaissent pas. Voilà. Il s'est fait connaître grâce à ses conférences, lors desquelles il expose ses idées, un style érudit qui séduit. Certaines de ses vidéos affichent jusqu'à 340 000 vues. Et son parti affirme aujourd'hui avoir 21 000 adhérents. À titre de comparaison, Europe Écologie Les Verts n'en revendique que 6 000. Un public plutôt jeune qui, lors de la dernière présidentielle, a voté aussi bien à droite qu'à gauche. On n'est pas dans des slogans marketing, quoi. Donc j'ai vraiment l'impression d'apprendre d'une part et ensuite de choisir par moi-même et d'y voir plus clair. Il se présente comme celui que l'on n'attendait pas. Fort de ses 500 parrainages, François Asselineau rejoint la course présidentielle. Et tout le monde se dit, mais Asselineau, comment a-t-il fait pour passer la barre des 500 parrainages? Quels sont ses réseaux? Qui lui a signé ces parrainages alors? Il s'appuie aujourd'hui sur une communauté très active en ligne et rassemble plus de 30 000 abonnés sur YouTube, largement devant les autres partis. Ce qui m'a plu, c'est sa cohérence. Parce que ce qui est super avec Internet, c'est que c'est rétroactif. Donc moi, j'ai découvert il y a 4 ans, mais ça fait 10 ans. J'ai pu vérifier. Au début, moi, je voulais chercher le petit loup, en fait. Je cherchais la petite bête, mais il y a forcément quelque chose. Et non, j'ai vu qu'il était cohérent. Oui, c'est son obsession, il veut sortir de l'Union européenne, il ne parle que de ça, il cite les articles des traités, c'est un monsieur qui connaît très très bien son affaire, mais nous on voudrait savoir quel est le programme par ailleurs. Oui, absolument, je trouve qu'ils ont raison. Alors moi je leur réponds, d'abord le programme il est en ligne, asselineau2017.fr, il y a plus de 200 propositions. On va y venir. Mais surtout ce que je voudrais dire aux gens, c'est que pourquoi je parle de ça? C'est parce que si on ne sort pas de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, toutes les promesses, ou la grande majorité des promesses que leur font les autres candidats, ils ne pourront pas les mettre en œuvre. Non d'une pipe. Ça fait quand même 10 ans que lorsque les Français votent à droite, ou les Français votent à gauche,
Au bout de 6 mois, ils se disent « Caramba, je me suis fait avoir, ça n'a rien à voir avec le programme pour lequel j'avais voté ». Je rappelle que la sortie de l'Union européenne va nous rapporter cash, tout de suite, 9 milliards d'euros par an, c'est ce qu'on dépense en plus par rapport à ce qu'on reçoit. Plus 5 milliards d'euros, ce sont les cofinancements, les condamnations pécuniaires. Plus, on va sortir de l'article 63, la libre circulation des mouvements de capitaux. Ça veut dire qu'on va enfin lutter efficacement contre l'évasion fiscale qui est évaluée entre 60 et 80 milliards d'euros par an par le ministère des Finances. Moi, je prévois d'en récupérer 20 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'il y a tout un volet recettes dans mon programme et qui présente une particularité. C'est que ces recettes ne s'attaquent pas finalement aux Français. Moi, je suis là, vous savez, pour dire quoi aux Français? Pour dire que quel que soit le candidat pour lequel ils vont voter, sauf si c'est moi, ils auront au mois de mai, un président de la République qui va être obligé de se plier au rapport des grandes orientations de politique économique, voilà, de la Commission européenne du 18 mai 2016. Et qu'est-ce qu'on lit dans ce rapport? Il faut que les Français comprennent ce qui va se passer. Dans ce rapport, on lit que la France est sommée d'augmenter la TVA, de baisser l'impôt sur les sociétés, de démanteler le droit du travail, de démanteler toutes les professions réglementées, les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les experts comptables, les huissiers, j'en passe. La loi El Khomri, la loi de modernisation de l'économie de M. Macron, tout ceci, c'est en fait l'application des directives bruxelloises. Le président de la République n'est plus désormais, et son gouvernement, que le gouverneur de la province France, et d'ailleurs, on a les mêmes lois qui se situent en Belgique, qu'on trouve en Angleterre, qui portent d'autres noms. J'aimerais qu'on ait un débat avec M. Macron, par exemple, ou avec M. Fillon, ou avec M. Mélenchon, ou avec Mme Le Pen, et puis que je dise, voilà, moi je leur montre le rapport des grandes orientations de politique économique, et puis je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous pouvez expliquer aux Français le contenu de ce rapport qui demande, par exemple, que l'on baisse le SMIC, voire qu'on le supprime, avec la baisse de l'assurance chômage? C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Eh bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. La réalité, c'est que tous les traités européens nous donnent un cadenas, nous cadenassent dans une politique économique et sociale qui est devenue intolérable pour les Français. La sortie de l'Union européenne et de l'euro, c'est par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Donc on lance, c'est ce que vient de faire Madame Theresa May au Royaume-Uni. C'est une procédure qu'il suffit de lancer. Ensuite, il y a des discussions. Au bout de 2 ans maximum, un État peut sortir de plein droit. Il s'agit d'avoir un accord de sortie. C'est normal d'avoir un accord de sortie. C'est comme le divorce d'un couple. Quand un couple divorce, il faut si c'est un divorce, quel que soit le divorce, c'est un divorce à l'amiable, on ne peut pas sortir comme ça. Combien de temps, honnêtement, ça prend? Écoutez, je suis le seul responsable politique à avoir fait depuis 1 an et demi, sinon 2 ans, une conférence qui est en ligne, qui s'appelle Le Jour d'après. Alors les gens n'ont qu'à taper Asselineau Le Jour d'après. Et depuis 2 ans, j'explique comment on fait. On leur a fait croire depuis des années que si on sortait de l'Union européenne et de l'euro, ce serait la catastrophe, l'apocalypse. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, ça n'est ni la catastrophe ni l'apocalypse. La livre sterling effectivement a perdu 10%, la croissance a redémarré avec la croissance des exportations, le chômage s'effondre, les investisseurs internationaux se précipitent pour investir au Royaume-Uni, et donc tout va très bien. Maintenant, ils sont en position de force pour commencer à négocier. Vous ne trouvez aujourd'hui mais vraiment aucun avantage à l'Europe? J'ai pas dit ça. Dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, la première fois que j'ai voté, quand j'étais étudiant, j'avais voté pour la liste de l'UDF, j'étais très pro-européen. Bon. Et puis j'ai changé. On évolue au cours d'une vie. Bien sûr. Voilà. Bon. Maintenant, nous sommes dans une situation qui est une situation de blocage complet. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui étaient là hier, qui ont été aux affaires, ceux qui ont eu des postes de responsabilité, des postes de ministres notamment, savent parfaitement qu'on est dans une situation de blocage absolu à 28. Ça ne marche pas. Sauf qu'ils ont un bœuf sur la langue, ils n'osent pas l'avouer devant les Français. Madame Le Pen, comme M. Dupont-Aignan, comme M. Mélenchon, propose de renégocier les traités européens. Et moi, j'explique qu'il n'est pas possible de renégocier les traités européens. On ne peut pas avoir une autre Europe. Et pourquoi? Parce que l'Europe, si elle est comme elle est, c'est pas par hasard. C'est la sédimentation depuis 60 ans
d'intérêts nationaux divergents entre 6 pays, 9, 10, 12, 15, 25, 27, 28 pays, dont les intérêts nationaux sont légitimement divergents. On a donc réussi à bâtir un château de cartes qui déplaît à toutes les puissances. Et si vous vous dites on va renégocier les traités, ça veut dire qu'il faudrait que les 27 autres États et les 27 autres peuples soient d'accord pour s'aborder leurs intérêts nationaux pour nous faire plaisir. Ça ne marchera pas. Et pendant ce temps-là, je le disais tout à l'heure, il y a 800 personnes en France qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. On parle beaucoup des fermetures d'usines. Une usine en France ferme quasiment tous les jours. On a perdu 900 usines en 3 ans. Nous n'avons plus le pouvoir de nous y opposer parce qu'il y a l'article 63 et l'article 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organisent les délocalisations. L'article 63 interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Le mot de délocalisation en français, ça va vous intéresser. Il est apparu en 1993. Pourquoi pas avant ? Parce qu'il est découlé du traité de Maastricht qui est entré en vigueur le 1er janvier 1993. Rappelez-vous, Monsieur Montebourg, il avait dit qu'il allait lutter contre les délocalisations. Rappelez-vous ce que disait M. Hollande en 2012. Ils n'ont pu lutter contre rien du tout, tout simplement. Les fonds d'investissement chinois ont acheté 1700 hectares de terre dans le Berry en avril 2016. Oui. Voilà. Est-ce que vous, si vous gagnez 100 millions à l'euro million, vous allez pouvoir acheter 1700 hectares de terre en Chine? La réponse est non. Les ouvertures des marchés ont été asymétriques. L'émir du Qatar rachète le Paris Saint-Germain, rachète l'hôtel Martinez à Cannes, rachète l'hôtel Georges V. De foot au Qatar allez, achetez-vous quelque chose au Qatar. C'est-à-dire que les Français vont découvrir pendant la campagne électorale, je pense, que les ouvertures n'ont pas été faites de la même façon par tout le monde. Une fois que nous serons sortis de l'Union européenne et de l'euro, nous allons rester, bien entendu, reliés au reste du monde par 6686 traités, moins 3, traité de l'Union européenne, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et traité de l'Atlantique Nord. Ça, j'insiste là-dessus. Nous avons des milliers de traités qui nous lient au reste du monde. L'autre jour, j'ai dit ça chez un de vos confrères sur Europe 1. Le lendemain, la journaliste qui espérait me coincer a téléphoné au Quai d'Orsay et elle a dit effectivement, il n'y a pas 6686, il y en a 6622 ou je sais pas quoi. Elle a confirmé mes analyses. Bon, mais en gros, on va vous dire, vous êtes sur les terres de Marine Le Pen, qui veut exactement la même chose que vous. Alors, Madame Le Pen, elle change de programme à peu près comme de chemisier. Je rappelle qu'en 2012, quand elle était candidate à l'élection présidentielle, allez regarder sa profession de foi. Nous l'avons mise en ligne et décortiquée sur notre site upr.fr, de même que la profession de foi de monsieur Dupont-Aignan. Il n'y avait pas un mot sur l'Union européenne et sur l'euro. Moi, ça faisait déjà 5 ans que j'avais créé l'UPR. Madame Le Pen, son parti politique, est un parti populiste et qui essaye en permanence d'attirer le maximum de gens sur des ambiguïtés. Monsieur Mélenchon fait exactement pareil avec son plan A, qui consiste à renégocier les traités, comme Madame Le Pen, qui propose de renégocier les traités. Et puis le plan B de M. Mélenchon, ça change tout le temps. C'est pas un jour c'était il allait faire un référendum, après ça non, c'est le plan A maintenu, et puis après ça il paye plus. Enfin bon, bref. Mais Madame Le Pen, elle ne précise absolument pas. C'est très vague ce qu'elle dit. Elle dit on va renégocier 4 souverainetés. Enfin on ne comprend rien. On ne sait pas ce que ça veut dire concrètement. Pour moi, c'est simple. Un pays, il est souverain ou il ne l'est pas. Je rappelle que les Français ont été 55% à voter non au référendum de 2005, dont moi, et qu'on a constaté quoi? On a constaté que la suite des événements, c'est exactement comme si on avait voté oui. C'est-à-dire que depuis 2005, excusez-moi de le souligner, ça fait quand même 12 ans que la construction européenne est frappée d'une illégitimité fondamentale, un vice de forme, puisque les Français avaient dit non à ce référendum de 2005. Personnellement, je crois que la France aurait intérêt à sortir, parce que ça lui rendrait la maîtrise de sa politique monétaire et de son taux de change. Et la performance que nous avons eue dans les 8 ou 10 dernières années n'est pas bonne du tout. Donc si nous avions une monnaie indépendante avec un taux de change indépendant, je pense que nous aurions une croissance nettement plus forte. Alors les gens qui vous disent sortir de l'euro, c'est la catastrophe, il faut leur dire... Et si on y reste, il va se passer quoi? Le dernier graphique en date du désastre qui arrive et qui aurait dû faire normalement la quintessence du débat présidentiel. On a encore une semaine. C'est une honte absolue que le débat présidentiel n'ait pas tourné autour de ce graphique. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'évolution du solde de la balance des paiements
entre les États de la zone euro. Et que la seule façon connue pour remédier à ces divergences, c'était justement les évolutions de parité monétaire. Soit les dépréciations, les dévaluations du temps du système des parités fixes, soit la dépréciation sur les marchés financiers. Maintenant, il n'y a plus. Maintenant, il y a le lien de 1 pour 1 fixé par l'euro. Résultat, nul ne sait ce qu'on peut faire. Plus exactement, si la Commission européenne le sait, elle demande à la France ce que les économistes appellent une dévaluation interne, c'est-à-dire de diminuer les salaires, de diminuer les prestations sociales. Il faut en fait que la France essaye de suivre le sentier de compétitivité de l'Allemagne. Mario Draghi a pour la première fois avoué que peut-être il y aura une fin à l'euro. Il a dit qu'un pays qui devait sortir de l'euro devrait régler ses soldes auprès de la BCE. Ça veut dire, mesdames et messieurs, que si tout ceci arrive, eh bien, nous pouvons nous ramasser collectivement une ardoise de 22% de 500 milliards d'euros, c'est-à-dire en gros 110 milliards d'euros qui peuvent nous tomber dessus comme une pénalité qui seront pour éponger les dettes de l'Italie sortant. Et personne ne vous en parle, alors qu'il s'agirait d'un sinistre financier de première magnitude pour la France. D'autant plus grave d'ailleurs qu'après, ça pourrait être l'Espagne. On aurait une deuxième ardoise de l'ordre de 220 milliards, de 110 milliards, supplémentaires. Ça ferait une ardoise de 220 milliards. Ce sont des sommes qui sont inimaginables, que personne ne vous explique, que personne ne vous présente, et c'est la raison pour laquelle le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz avait dit il y a quelques années, ce sont les pays qui sortiront de l'euro qui s'en sortiront le mieux. C'est une prophétie qui est toujours vraie. Regardez la courbe. Actuellement, si nous sortons de l'euro, on devra payer le solde qui est de 10 milliards d'euros. En revanche, si on reste dans l'euro et qu'on attend les sinistres italiens, espagnols ou autres, nous aurons un sinistre d'extrême magnitude. Ils craignent, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le patron des patrons allemands qui a dit que toute cette histoire risque au final de nous coûter plus de 1 000 milliards d'euros, à eux l'Allemagne. Voilà le vrai débat que nous devrions avoir au moment de l'élection présidentielle. Personne ne vous en parle. Nous sommes en train de foncer collectivement vers la catastrophe. Parce que ceux qui ne sont pas dans l'euro, ça fait partie aussi de ce dont on ne parle jamais. La Suède se porte bien. Le Danemark se porte bien. La Norvège et la Suisse se portent très bien. Ce sont donc spécifiquement les pays qui sont dans la zone euro qui se portent de plus en plus mal. On sort de l'OTAN. Pour vous, quelles seront nos alliances militaires, économiques? Vers quel pays vous allez beaucoup plus orienter votre politique, des accords, enfin quel traité vous allez faire jouer? Est-ce que vous pouvez nous dessiner ça à peu près globalement? La France restera membre, je l'ai dit, de 6686 traités, mais aussi de très nombreuses organisations, toutes les organisations internationales, à commencer par l'Organisation des Nations Unies, à continuer par le Conseil de l'Europe, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, etc., etc. Le monde de demain est un monde d'où tous les pays sont interconnectés les uns avec les autres. Voilà la situation. Et pour répondre à vos questions sur les alliances militaires, nous sortirons de l'OTAN, la France redeviendra ce qu'elle normalement elle doit être, c'est-à-dire France, ça veut dire le pays des hommes libres, c'est-à-dire la politique non alignée de Charles de Gaulle. Nous allons sanctuariser le territoire national, nous allons préserver la sanctuarisation du territoire national par la dissuasion nucléaire, mais nous tendrons la main à l'ensemble des pays du monde. Je proposerai aux Français d'institutionnaliser, d'inscrire dans la Constitution le principe des grands services publics à la française et de les renationaliser si nécessaire, d'EDF, GDF, La Poste, la SNCF, Orange, toutes les sociétés d'autoroutes dont la gestion a été vendue, notamment à Vinci, également les sociétés d'adduction d'eau, TF1, Télédiffusion de France. Je maintiendrai également, j'inscrirai dans la Constitution le principe de la sécurité sociale pour tous. De ce point de vue-là, je trouve scandaleux la proposition de M. Fillon qui consistait à commencer à privatiser la sécurité sociale. Les Français sont extrêmement attachés à ce qu'ils aient un État qui assure la justice et l'égalité sociale entre les Français. Et enfin, j'en terminerai en disant que j'inscrirai dans la Constitution le principe des retraites par répartition. Les grands services publics à la française. Les Français attendent du chef de l'État qu'il ne soit pas
à la solde des grandes oligarchies financières et industrielles, comme on disait sous l'Ancien Régime, à la solde des féodaux, en France, un grand chef d'État doit être le défenseur du peuple français face à toutes les féodalités. Je n'ai jamais vu un seul Français qui m'ait dit « Moi, monsieur, ce que je veux, c'est la privatisation de la Poste. » Ça n'existe pas. Parce que si on privatise subrepticement, par tranche, n'est-ce pas, article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est reparti. Oui, mais oui, parce que si par tranche successive, on privatise les grands services publics à la française, on va favoriser la désertification rurale, on va accentuer la désertification médicale et on va favoriser également le départ des agriculteurs. Au total, est-ce que vous voulez vraiment qu'à horizon de 20 ans, on ait des provinces qui soient totalement... François Asselineau, vous allez surtout vider les poches des Français avec un pareil programme de nationalisation. Vous l'avez chiffré là aussi? Bien entendu. C'est très important. Mais attendez, EDF, la grande majorité de ce qui est annoncé là est encore en main publique. Sur l'énergie, je fais d'abord un grand débat national, parce que les Français, on n'a jamais pu débattre au niveau national avec les Français sur le modèle énergétique qu'ils souhaitent. Oui, notamment sur le nucléaire. Et on leur pose les questions. Qui nous a donné l'indépendance, mais qui de fait a été un choix imposé. Eh bien, moi je dis, il faut qu'il y ait un grand débat avec des spécialistes, qui soient pour, qui soient contre, qu'on présente aux Français les avantages, il y en a beaucoup, à l'énergie nucléaire. Les inconvénients, il y en a considérables également. Et puis que les Français, on leur dise, voilà les conséquences. Maintenant, c'est à vous de choisir. Et puis, quels sont les modes énergétiques? Et on peut prendre... moi, je voudrais des référendums où il y ait 4 ou 5 questions. Voilà. Vous savez, c'est un sujet très difficile, l'immigration. Oui. Moi, je ne suis pas du yaka faucon. Moi, je sais que derrière, ce sont des hommes et des femmes qui sont derrière. Je sais que jamais personne ne quitte son pays par plaisir. Donc, il y a derrière ça des problèmes d'échange nord-sud, d'équilibre nord-sud. Il y a des problèmes de géopolitique. Il y a des problèmes différents. Il ne faut pas non plus déstabiliser la société française. Eh bien là, si on avait un débat approfondi, où tout le monde puisse s'exprimer pendant plusieurs mois, et puis après, on fait un référendum, on dit par exemple, est-ce que vous voulez, oui ou non, sortir de l'espace Schengen ? Moi, je ne le propose pas. Je propose de sortir de l'Union européenne. L'espace Schengen, c'est une chose disjointe. Est-ce que vous voulez ou non, je ne sais pas, remettre en cause le droit du sol? Est-ce que vous voulez ou non avoir un comment dirais-je, des quotas, etc. Et puis ce sont les Français qui vont décider en définitive. Et pourquoi pas? Est-ce que vous savez qu'il y a presque un agriculteur qui se suicide tous les jours? Est-ce que vous savez qu'il y avait 4 millions d'agriculteurs familiaux en France en 1960 qui sont tombés à 400 000 et que dans 10 ans, ils seront peut-être 40 000? C'est pour ça que je me bats, Monsieur Calvi. C'est parce que justement, il y a des articles dans les traités, par exemple, qui placent l'agriculture dans un modèle ultra-productiviste. Moi, je veux développer l'agriculture biologique, la permaculture, l'agriculture familiale. Je veux qu'on arrête avec la seule et unique loi du fric. Eh bien, ce sera l'arrêt immédiat des regroupements forcés de communes. Dorénavant, un regroupement de communes ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un référendum auprès des populations concernées de chaque commune. La possibilité aux communes ayant fusionné de force, puisque vous savez que les petites communes de France, il est prévu que 20 000 communes, au cours des années qui viennent, pendant le quinquennat qui s'ouvre, soient fusionnées, alors que les Français ne sont pas d'accord, alors que les maires ne le sont pas. Et j'ai vu combien de maires qui se sont plaints de cette dictature. Eh bien, nous viendrons également, et dès que je prendrai mes fonctions, je demanderai au ministère des Finances de prévoir un retour à la dotation globale de fonctionnement versée par l'État d'avant 2014. En réalité, personne ne vous parle des sujets les plus fondamentaux. Est-ce que les Français sont d'accord pour qu'on supprime leur département? Nous les inscrirons comme des maillons essentiels de la démocratie française dans la Constitution. Premièrement, je prends l'engagement formel de créer le référendum d'initiative populaire sur des questions validées par le Conseil constitutionnel préalablement, avec 500 000 signatures de citoyens constatées en mairie. Deuxièmement, j'instaurerai la reconnaissance du vote blanc de plein exercice, de telle sorte, c'est un système qui existe en Suède ou en Uruguay, que si lors d'un scrutin le vote blanc arrive en tête, eh bien le scrutin est annulé, reporté de 2 ou 3 mois, un délai à fixer par une loi organique, il est ensuite refait et les candidats qui participaient au scrutin annulé ont interdiction de se représenter
à ce scrutin. Ça donne ainsi une valeur révocatoire au vote blanc. Je rapatrie immédiatement toutes les troupes françaises qui sont entraînées dans des guerres illégales, notamment au Moyen-Orient. Lorsque la France participe à la destruction de la Libye et participe également à la déstabilisation des régimes au Moyen-Orient, ce que n'avait pas fait Jacques Chirac et Dominique de Villepin, je le rappelle, puisqu'en 2003, ils avaient refusé de s'aligner derrière les États-Unis. Lorsqu'on a une politique de cette nature, il ne faut pas trop s'étonner qu'effectivement, on ait des risques terroristes qui augmentent. Par ailleurs, ce que je fais, c'est que je redonne plus de moyens financiers à la police et à la gendarmerie, je rétablis les services de renseignement et par ailleurs je fais également une politique, notamment en sortant de l'euro, en créant un nouveau franc, je rétablis une France compétitive, ça fait baisser de 1,5 à 2 millions le nombre de chômeurs de catégorie A. Le cancer de la France, c'est d'abord avant tout la montée constante des inégalités, de la pauvreté et du chômage de masse. Voilà, alors là-dessus prolifère effectivement de la criminalité et parfois certains versent dans la délinquance et le terrorisme. Tout ça, c'est un ensemble, vous savez, comme le poisson pourri par la tête. Il faut d'abord changer la tête, rétablir l'autorité de l'État. Mais si vous voulez, Monsieur Fillon, semble-t-il, qui était la cible de cette menace, doit s'en prendre aussi à lui-même, parce qu'il a contribué à largement désorganiser les services de renseignement à l'époque. Et puis, je rappelle quand même que Monsieur Fillon, comme Monsieur Macron, qui est le Hollande bis, sont en fait les partisans d'une seule et même politique, et la politique d'alignement complet sur les États-Unis d'Amérique, et donc approuve des guerres illégales au Moyen-Orient, désorganise les services de police, supprime des policiers, font une politique de rigueur généralisée, en fait désorganise l'État. Donc finalement, ça n'est pas tout à fait anormal que l'on voit ces menaces se proliférer. L'un des plus grands cabinets d'intelligence économique américain, qui s'appelle Stratfor, a publié une enquête au début de cette année en disant l'Union européenne va exploser. Et c'est parce que depuis ma longue carrière, j'ai été réputé pour voir les choses à l'avance et les choses loin, que je propose aux Français, pendant qu'il en est encore temps, de sortir de l'Union européenne et de l'euro avant d'être ensevelis sous l'échafaudage qui arrive. Ne vous laissez pas intimider par les prétendus sondages, parce que je vois des gens qui disent « Ah, moi j'aimerais bien voter pour vous, mais vous comprenez, vous allez faire un mauvais score, donc je vais voter pour un tel ou un tel. » Non, le vote utile, c'est un vote futile. Il ne faut pas aller voter pour des gens qui ont tout raté depuis des années. Il faut se mobiliser et voter pour ses convictions. Il faut que les Français se rassemblent, au-delà du clivage droite-gauche, pour récupérer leur droit de choisir eux-mêmes de leur avenir collectif. Vous savez pourquoi je me présente à l'élection présidentielle? Parce que je pense que j'avais un grand-père. Quand j'étais petit, dans les années 65-66, il m'avait dit « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. » Quel grand-père aujourd'hui dit à son petit-fils ou à sa petite-fille « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». On est en train en ce moment d'entraîner la France dans une société dont les Français ne veulent pas, une société d'ultra-productivisme, la loi du fric permanente. Eh bien moi je ne veux pas ça, et je ne veux pas non plus que la France verse dans une espèce de nationalisme européen qui nous entraînerait vers le choc des civilisations contre l'Afrique, contre le monde arabe, contre la Russie, contre la Chine. Moi je suis un homme de paix. Je fais de la politique, encore une fois, pour sauver notre pays qui est en train d'être détruit. Il y a plus de 50% des Français ou 60% des Français qui ne savent même plus pour qui voter, tellement c'est un désastre national. Et attendez que je sois candidat, attendez que je passe maintenant à la télévision et à la radio, les grandes télévisions, les grandes radios nationales, et vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que d'un seul coup, les Français vont découvrir qu'il y a une offre politique qui existe depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je ne me suis jamais trompé sur mes analyses. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle de plus en plus de gens me rejoignent. Attendez de voir, et puis vous allez voir que les Français vont d'un seul coup découvrir qu'il y a une vie après l'Union européenne. Il s'est offert un banc de foule à son arrivée. François Asselineau, le candidat surprise de cette élection, s'avoue. 59 ans, premier gros meeting, il martèle le point clé de son programme, la souveraineté de la France. Complète de la France dans l'Europe. La France libre. Viva Brexit. Le Frexit serait une révolution française des temps modernes.
sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Je suis le seul candidat du Frexit. Nous n'avons pas le droit de laisser détruire la France. Rappel immédiat de nos troupes présentes dans des guerres illégales. Nous allons faire une véritable révolution par les urnes. Vive la République et vive la France! Ce soir, selon l'estimation, et là pour BFM TV, 2 candidats se dégagent donc. Emmanuel Macron 23,7, Marine Le Pen 22%. Vous voyez qu'ils sont véritablement au coude à coude, l'un et l'autre. Si les Républicains et le Parti socialiste ont été battus, c'est parce que les Français n'admettent plus les politiques qui leur sont imposées. Le problème, c'est que les Français n'ont pas encore bien compris que l'origine de ces politiques, c'est l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Voilà. Moi, j'ai essayé de faire passer ce message. Malheureusement, les élections en France sont truquées, puisque vous avez vu qu'en permanence, on a distingué dans tous les médias, il y aurait eu des grands candidats et puis des petits. Et les petits candidats, ils ont tous fait 1% des voix parce que ils ont eu droit, moi j'ai eu droit pendant plusieurs semaines à 0,9% du temps de parole. En revanche, les prétendus grands candidats, eux, ont eu accès à un très grand nombre d'heures et de couverture médiatique. Donc la situation politique française est verrouillée. Et les Français, ils ont finalement choisi 2 personnalités. Monsieur Macron, parce que les médias n'ont pas arrêté de le promouvoir, et Madame Le Pen, parce qu'elle est considérée comme étant le seul adversaire parmi les grands candidats. Oui, les Américains ont inventé un système, ils ont découvert une espèce de loi électorale, c'est que plus on promeut quelqu'un, plus quelqu'un passe dans un média pendant des centaines d'heures et plus il a de bulletins dans les urnes. C'est comme une publicité, c'est comme du lavage de cerveau. Tout au long de l'année 2016, M. Macron a bénéficié d'une propagande inouïe. Il avait, je crois, sur BFM, il avait obtenu à un moment jusqu'à 75% du temps de parole réservé à des responsables politiques pendant une semaine. Donc voilà, les Français, malheureusement, il y a des Français qui se sont laissés impressionner par ça. Pas énormément non plus, 23%, c'est pas non plus considérable, mais ça a suffi pour qu'il arrive en tête. Voilà. Sachant que son programme, on ne sait pas très bien ce que c'est, ou plus exactement, quand on sait ce que c'est, les Français ne seront absolument pas d'accord avec son programme. Donc il a été élu sur une escroquerie intellectuelle, morale, politique, médiatique. On a fait croire aux Français que ce monsieur était un monsieur nouveau, qui allait remettre du dynamisme à la France, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 5 ans auprès de François Hollande et qu'il s'agit un petit peu de recycler le François Hollande sous une autre forme. Monsieur Macron va être élu. C'est à ça que sert le Front National. C'est la 7e fois qu'un membre de la famille Le Pen se présente à l'élection présidentielle. C'est depuis 1988, à toutes les élections, on a eu soit M. Le Pen, soit sa fille. C'est la 2e fois qu'ils arrivent au 2e tour. Et le problème en France, c'est que le simple fait de dire Le Pen fait partir 70% des gens. C'est pour ça que les médias et que toute l'oligarchie financière promeut constamment M. Le Pen ou Mme Le Pen. C'est formidable. Parce que c'est ce que ça permet de faire élire à coup sûr celui qui lui sera opposé. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle la situation française est dans une situation de blocage. Et le problème, c'est que lorsque je dis, moi, aux électeurs de Mme Le Pen ou du Front National, qu'il ferait mieux de quitter ce mouvement pour avoir un mouvement de plus large rassemblement comme celui que j'ai créé, ils me disent oui, mais vous avez un très petit score, on a plus de chances de gagner avec Mme Le Pen. Et à chaque fois, ça se termine de la même façon, parce que c'est comme ça. Donc là, vous allez voir, au 2e tour, M. Macron va être élu,
Et les partisans de Madame Le Pen diront « Eh bien, on va se présenter une 8e fois ». Je vous appelle à vous mobiliser, parce qu'il ne faut pas baisser la mobilisation, il faut continuer la mobilisation pour les élections législatives qui arrivent. Nous allons présenter des candidats dans les 577 circonscriptions. J'espère que aucun brave qui a été investi ne va vouloir baisser les bras parce que nous avons une petite déception. De toute façon, avec 1% des suffrages au niveau national, nous sommes assurés de dépasser le stade fatidique des 50 candidats dans des circonscriptions avec 1% ayant dépassé 1% des suffrages. Donc il faut absolument se mobiliser parce que nous aurons ensuite des moyens financiers très importants si nous nous présentons aux élections législatives. C'est une guerre qui est livrée au peuple français, une guerre de la manipulation de l'information, une guerre de la manipulation des médias. Le débat d'ailleurs, les vrais débats de fond sur l'indépendance nationale, sur l'explosion à venir de l'euro ont encore une fois été cannibalisés par une toute petite caste qui a mis la main sur les médias français et qui est en train de détruire notre pays. Je rappelle que M. Macron a un programme auquel se rallient Alain Madelin, Robert Hue, Pierre Laurent, Monsieur Fillon, Monsieur Juppé aussi, Monsieur Bayrou, Monsieur Hamon, etc. Ce programme, je l'ai présenté à la presse de nombreuses fois. Jamais ils ne l'ont rappelé. Le programme de M. Macron et de l'oligarchie qui l'entoure consiste dans le démantèlement de nos acquis sociaux parce que la Commission européenne le demande, dans le démantèlement de l'assurance chômage parce que la Commission européenne le demande, dans la baisse du SMIC parce que la Commission européenne le demande, dans l'ubérisation généralisée de la société parce que la Commission européenne le demande, dans la destruction des acquis sociaux des Français, dans la privatisation rampante de nos services publics, parce que la Commission européenne le demande, dans la destruction de la sécurité sociale publique pour tous, parce que la Commission européenne le demande. Et quand je dis la Commission européenne, ce sont évidemment les traités européens qui sont derrière et l'oligarchie financière qui ligote et qui verrouille le tout. Je vous invite à le faire comprendre, à le faire connaître à tout le monde. Je vous invite à faire comme j'ai fait l'autre jour sur France 2, c'est-à-dire que nous, on est là pour le déchirer. Parce que nous allons avec M. Macron, je rappelle comment M. Macron, qui n'a aucune expérience en matière internationale, avait pris note du bombardement de la Syrie par M. Trump il y a quelques jours. D'ailleurs, on n'en parle plus de cette affaire, vous avez remarqué. Ça veut dire que M. Macron est quelqu'un qui est capable d'entraîner la France dans un conflit nucléaire avec la deuxième puissance mondiale si nécessaire, c'est-à-dire avec la Russie. La situation est donc malheureusement très grave. Elle est très grave. Pour ce qui me concerne, j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que la situation va non seulement dessiller les yeux des électeurs du Front national qui ne comprennent pas que la famille Le Pen est ce qui permet au système de se maintenir.
J'espère que cette situation va également dessiller les yeux des gens qui ont fait confiance à Monsieur Mélenchon qui jamais, d'ailleurs sa porte-parole ce soir à la télévision, n'a pas prononcé une seule fois le mot de Europe. Je vous invite à ne pas baisser les bras. Je vous invite à bien comprendre que nous avons quand même, semble-t-il, multiplié par 2 encore une fois nos électeurs en 1 an et demi, c'est-à-dire que nous sommes en forte croissance en dépit de tout. Je vous invite à bien comprendre que des millions de Français ont fait ma découverte et celle du mouvement politique et celle des analyses et qu'il y a, vous le savez bien d'ailleurs, un temps de latence, un temps de gestation pour comprendre, parce que nous avons raison, le temps va agir en notre faveur, puisque nous ne sommes plus du tout ce que nous étions avant l'élection présidentielle. Désormais, nous avons atteint une notoriété nationale. Désormais, dans la rue, il y a 60-70% des gens qui me croisent, qui me reconnaissent. Et donc, ça veut dire que des millions de personnes, en ce moment, sont en train de découvrir nos analyses. Rappelez-vous, toutes celles et tous ceux d'entre vous, très peu ont été ceux qui ont été convaincus en 15 jours. C'était 15 jours dont on a disposé, en fait. Et tout le monde n'a pas la volonté d'aller se renseigner. Mais désormais, ce sont des millions de personnes qui ont découvert nos analyses, et parmi elles, des centaines de milliers de personnes qui vont aller se renseigner dans les semaines, les mois, les semestres qui viennent. Ça sera ici ma conclusion. Je voudrais dire que, pour ce qui me concerne, je ne donnerai aucune consigne de vote. Je vous ferai ce que vous voudrez. Moi, je prends les Français pour des gens intelligents. Vous ferez ce que vous voudrez. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Et c'est heureux. Ce que je sais, en tout cas, c'est que Macron, c'est l'horreur. Quant à Mme Le Pen, comme vous le savez, non seulement c'est un mouvement qui stigmatise constamment une partie de la population, mais je vous rappelle qu'elle n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne par l'article 50. Donc, vous ferez ce que vous voudrez. De toute façon, je crains hélas que la France ne connaisse de plus en plus de mauvais jours. Je crains que la France ne continue à s'enfoncer. Je crains qu'effectivement qu'elle ne s'enfonce dans le chaos. Face à cette évolution, en tout cas, vous pourrez compter sur moi, vous me connaissez, avec mon honnêteté, ma sincérité, ma droiture et ma rectitude. Je pense que notre rectitude collective, notre droiture, le fait que nous disons toujours la même chose et que nous faisons toujours ce que nous disons va finir par nous servir. Je vous donne un grand merci à tous. Je vous demande de vous mobiliser pour les élections législatives qui arrivent. Et puis, je terminerai en vous disant à tous, vive la République et vive la France.